dans cette émission spéciale consacrée à l'un des événements majeurs ayant marqué l'Algérie ces derniers mois, le Hirak. Il s'agit de dévoiler avec les invités une face cachée de ce mouvement populaire ayant connu une mutation après les tentatives répétées de le récupérer et le mettre ainsi au service d'un agenda et d'un plan étranger inavoué. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir l'universitaire et chercheur Ahmed Ben Saada, auteur du livre Enquête, qui sont ces ténors autoproclamés du Hirak algérien, ouvrage édité aux éditions APIC. Avec nous également la directrice des éditions APIC, Samia Znadi, et le jeune romancier Jawed Rostom Touati, auteur notamment de La civilisation de l'Erzat, aux éditions APIC. Paru aux éditions APIC, donc, l'ouvrage de Ahmed Ben Saada est une enquête sur le parcours d'acteurs ayant fait l'actualité pour certains inconnus des Algériens et qui ont émergé de la houle du Hirak pour en devenir des ténors du mouvement. L'auteur a focalisé son enquête sur plusieurs personnes proposées par certains organismes étrangers et agitateurs professionnels, l'objectif étant la déviation du mouvement Hirak de sa trajectoire. Monsieur Ahmed Ben Saada, bonjour. Bonjour, monsieur. Madame Samia Znadi, bonjour. Bonjour. Monsieur Jawed Rostom, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans cette émission spéciale. Merci. Monsieur Ahmed Ben Saada, la première question, pourquoi ce livre aujourd'hui ? Alors, je me suis intéressé à ce qu'on appelle le printemps arabe depuis plus d'une dizaine d'années. Et ce livre vient dans la continuation de mon travail. Et donc, je me suis intéressé, pour les gens qui me suivent, j'ai écrit un livre qui s'appelle Arabesque américaine, qui date de 2011. Oui. Ensuite, en 2015, j'ai sorti un livre qui s'appelle Arabesque avec un dollar à la fin. C'est un livre qui était beaucoup plus complet que le premier, où en fait j'ai parlé de l'Algérie, de ce qui s'est passé en 2011. Donc mon intérêt sur ces révoltes populaires dans les pays arabes ne date pas du Hirak, en fait. Et bon, puisque maintenant je vois qu'il y a des contestations populaires dans mon pays, je suis encore beaucoup plus intéressé pour comprendre comment ces mouvements populaires se font dans la scène publique, mais aussi quels sont les acteurs, quelles sont les personnes qu'on voit. En fait, quels sont ce que j'ai appelé les ténors, quels sont leurs liens avec certaines organisations étrangères dont on connaît le nom et qui ont été très présentes, non seulement dans ce qu'on appelle le printemps arabe, mais aussi dans les révolutions colorées qui ont touché les pays de l'Est au début du siècle. Même question à Madame Samia Znadi concernant ce livre. Vous avez l'habitude, dans le cadre des éditions APIC, de vous intéresser à la question de l'impérialisme depuis déjà une dizaine d'années. C'est ça, oui. Le livre qui sont ces ténors autoproclamés du Hirak algérien, qui rend visible au fait des connexions invisibles entre... souvent douteuses. Oui, enfin, justement invisibles parce qu'elles sont douteuses. Elles sont et elles ne sont pas dans le sens où elles vont nous apporter du bien. Donc c'est une continuité, puisqu'en 2008, quand le monde littéraire
célébrer le 60e anniversaire de la création de l'État d'Israël. C'était l'intitulé de la célébration. Nous avons organisé d'abord un événement à la Bibliothèque nationale pour intégrer la question décoloniale dans cette nouvelle approche qui sont les attaques impérialistes contre les indépendances. Et donc à l'époque, en 2008, on avait sorti un livre qui parle en 2008 sur l'impérialisme humanitaire, le droit d'ingérence et comment des centres de recherche, des think tanks, des cercles d'influence préparent l'explosion des peuples et la destruction de des États-nations qui résistent à un certain nombre de pressions impérialistes. Je me tourne vers vous, Jawed Rostom Touati. À votre avis, quelle est l'opportunité d'un ouvrage aujourd'hui sur le Hirak qui nous éclaire un petit peu sur un certain nombre de connexions et d'interconnexions qui visent à déstabiliser l'Algérie au moment où le pays a besoin plus que jamais de stabilité? Je pense que l'immense opportunité de ce livre et sa très très grande pertinence, c'est de révéler cette hypocrisie selon laquelle et avec laquelle on nous rabâche constamment, et par écrit, c'est d'ailleurs référencé dans l'ouvrage, que le Hirak n'a pas vocation à se structurer. Or, ce livre révèle de manière irréfutable et documentée et référencée et de manière parfaitement vérifiable. C'est-à-dire qu'à aucun moment le docteur Ben Saada ne prétend qu'il est dans le secret des dieux. Tout est parfaitement vérifiable par le premier venu. Il nous révèle que ceux-là même qui nous disent que le Hirak n'a pas vocation à se structurer sont eux-mêmes structurés dans des réseaux nationaux et internationaux avec des sous-comités régionaux. Et quand je dis régionaux, c'est l'Afrique, le MENA, Moyen-Orient, etc. Ce livre nous révèle que ces mêmes ténors qui nous disent de ne pas se structurer, qui nous disent de ne pas nous organiser, c'est référencé dans la page 90, animent des ateliers financés par le NED, National Endowment for Democracy, le Fonds national pour la démocratie nationale, ONG, non gouvernementale, mais c'est financé par le Fonds national américain. Ils animent des conférences qui donnent comme conclusion et comme recommandation de créer un réseau global pour les jeunes démocrates activistes avec des sous-comités régionaux, d'établir des contacts avec des jeunes organisations à travers le monde et faciliter le réseautage parmi elles, etc., etc. C'est dans la page 90-91, c'est parfaitement vérifiable. Et donc, aujourd'hui, qu'on veut relancer un néo-Hirak sous une fausse unité, avec des gens dont le programme est parfaitement antagonique, c'est-à-dire des gens qui idéologiquement sont complètement antagoniques, mais qui se rejoignent sous un degré zéro de la politique, sous un programme minimal, qui est la transition dite démocratique avec d'immenses guillemets. Ces gens-là nous proposent de mettre à bas l'État, pour qu'ensuite, sous cette fausse unité, ils vont mettre à bas l'État, c'est ça leur unique programme, et ensuite, ils pourront se chamailler entre eux, pour quel avenir ils vont donner à l'Algérie. Et cette chamaillerie-là se fera bien sûr sous l'égide de leur seul point commun, qui est l'inféodation impérialiste, qui est ceux qui les dirigent justement. Voilà, Monsieur Ahmed Ben Saada, vous avez donc évoqué dans votre livre un plan élaboré et organisé à travers donc des organismes d'exportation de la démocratie, pour reprendre exactement votre expression. Donc ce plan est clair, il vise évidemment à imposer un gouvernement ou bien des institutions à l'Algérie, comme ils l'ont fait en Libye et ailleurs. Exactement. Mais avant de répondre à votre question, j'aimerais clarifier quelque chose. C'est que depuis que l'annonce de mon livre a été faite sur les réseaux sociaux, on me traite de quelqu'un qui est contre le Hirak. En fait, ils veulent juste essayer d'embrumer mon livre. Je suis clair dès la première page. Moi, je suis pour le Hirak, pour un Hirak sain. Je suis pour un Hirak algérien. Je suis pour nettoyer la scène politique algérienne. Et je suis pour une Algérie qui est démocratique.
Donc, qu'on ne vienne pas me dire que ce livre est un livre contre le Hirak. Par contre, je suis contre le fait que certains groupes soient manipulés, financés depuis des années, et ça, dans mes articles, j'ai écrit des dizaines d'articles sur le sujet. Ce sont des groupes qui sont financés par la NED, la National Endowment for Democracy, et pas que, parce qu'il y en a d'autres. Il y a le Freedom House, il y a l'Open Society, il y a le IRI, le NDI, etc. Que ces groupes-là, qui sont financés par des organismes d'exportation de la démocratie, se retrouvent tous, sans exception, à la tête des manifestations en poussant dans un sens qui n'est pas le sens de la majorité. Et essaye de dire que ceux qui ne sont pas d'accord avec eux, ce sont des gens qui sont contre le Hirak ou qui sont pour la dictature ou autre chose. Il faut être clair. Il n'y a aucun organisme, qu'il soit américain ou français ou autre, qui vous donne de l'argent et qui ne demande pas un retour par rapport à ça. Il n'y a aucun pays qui va financer des organisations locales, que j'appelle des organisations autochtones, et qui va le donner par philanthropie. Ça n'a rien à voir avec la philanthropie, ça a à voir avec des visées politiques. Les gens doivent comprendre que ces financements sont des financements qui rentrent dans le cadre de ce qu'on appelle le soft power. Des ONG ont été balancées dans presque tous les pays du tiers-monde pour, premièrement, promouvoir le néolibéralisme, et quand l'occasion se présente et que les pouvoirs en place ou les États en place ne suivent pas la politique américaine ou sont contre son hégémonie, ils utilisent ce soft power, c'est-à-dire ces ONG, pour déstabiliser les pays. Et ça, ce n'est pas une théorie fumeuse, ce n'est pas de la conspiration. Regardez ce qui s'est passé dans les autres pays arabes, mais aussi regardez ce qui s'est passé en Ukraine, regardez ce qui s'est passé en Serbie. On peut même citer les cas où ça n'a pas fonctionné, par exemple en Iran ou au Venezuela. Ce sont les mêmes organismes d'exportation de la démocratie qui sont derrière ces mouvements de foule. Cela ne veut pas dire qu'il y a des gens dans le Hirak qui en sont de bonne foi. Je n'attaque pas le Hirak, je n'attaque que ceux qui mènent le Hirak dans un sens qui n'est pas dans le sens voulu par le peuple algérien, dans un sens qui est voulu par des agendas étrangers et qui, comme on le voit, sont omniprésents dans des médias étrangers. Moi, par exemple, je n'ai jamais été invité dans une télévision étrangère. Je demande à France 24 de m'inviter, je pourrais lui expliquer qu'est-ce que c'est que l'ONGisation de la vie civile. Et après, on me reproche d'être dans des médias nationaux. Mais invitez-moi. Je suis ouvert pour répondre à vos questions. Alors, selon vous, à quel moment ces organismes se sont mêlés directement du Hirak, notamment pour imposer une vision, celle que vous êtes en train de décrire? Alors, la politique le soft power américain travaille des années avant. C'est-à-dire que moi, quand j'ai fait mes recherches, par exemple, sur le printemps arabe et les organismes, les ONG qui ont participé de manière très active dans les soulèvements populaires, je peux remonter jusqu'au début des années 2000. Donc, on forme des activistes et des cyberactivistes sur plusieurs plans. Le plan, par exemple, sur comment naviguer sur le cyberespace, par exemple. Et vous avez aussi comment faire des manifestations, je l'ai expliqué dans un article Fleuve que j'ai écrit au mois d'avril dernier, comment manifester, comment sympathiser avec les forces de l'ordre, etc. Donc il y a toutes des formations de ce style-là. Les Américains ne provoquent pas le Hirak. C'est pas eux qui font le Hirak. Le Hirak vient d'un malaise social. Il y a des problèmes sociaux. Et quand l'étincelle jaillit et que le peuple se révolte contre
contre des maux sociaux, à ce moment-là, il y a des gens qui prennent la vague et qui sont préparés. Et on l'a vu dès le début du Hirak, ce qu'on appelle les théories de la non-violence qui ont été énoncées par Gene Sharp et mises en pratique par le centre Canvas. Et les livres de Gene Sharp et les livres de Canvas sont disponibles gratuitement sur Internet. Vous pouvez aller le voir. Vous avez des principes, il y a 200 méthodes. Eh bien, les 200 méthodes, des 200 méthodes, on en a vu plusieurs qui ont été utilisées dans la rue lors du Hirak de 2019 et de 2020, surtout au début. Alors, dans votre ouvrage, qui sont ces ténors autoproclamés du Hirak algérien, vous avez révélé un réseau de la sous-traitance politique, entre guillemets, pour des ONG bien déterminées. Exactement. Donc, il y a même un chef d'orchestre, etc. Donc, le mot ténor tombe à pic dans ce titre de votre ouvrage, parce que c'est autour d'un chef d'orchestre qu'il va y avoir donc cette sous-traitance politique. Alors, je n'ai pas voulu utiliser le terme leader parce que leader n'est pas accepté par le Hirak, donc j'ai utilisé le terme ténor. C'est-à-dire, les ténors sont qui? Ce sont des gens qui ont une voix et qui subliment un peu le chant de l'opéra. Mais ces gens-là qui utilisent leur voix, on les voit partout. On les voit dans les médias sociaux, on les voit dans les chaînes, par exemple certaines chaînes occidentales, et ils sont tout le temps invités. Et d'un autre côté, vous avez ces mêmes personnes que je donne des documents prouvant qu'ils ont été financés d'une manière ou d'une autre, ou même s'ils n'ont pas été financés, ils ont été proches de l'administration américaine. Ces gens-là ont accès à des médias, donc ils parlent beaucoup et on les voit beaucoup. Alors que de notre côté, les gens qui sont pas pour la confrontation, les gens qui étaient pour la solution des élections, ces gens-là qui sont une force aussi en Algérie, ces gens-là n'ont pas accès aux médias et on les entend pas. Alors quand on regarde ça de l'extérieur, moi je vis au Canada, donc quand on regarde ça de l'extérieur, on pense que tout le peuple est pour la solution de la phase de transition et que la solution constitutionnelle, personne n'est avec. Alors que c'est pas vrai. J'ai participé à des manifestations quand j'étais à Oran et je peux vous dire que grosso modo la moitié est pour, la moitié est contre. Sinon, pour rester juste. Donc, pourquoi donner la parole à certains et pas à d'autres? Et cette manipulation de l'information, pendant le Hirak, on l'a vu, on le voit maintenant de manière très claire de ces mêmes chaînes qui diffusent des reportages un peu négatifs sur l'Algérie. Que pensez-vous, Madame Samia Zenadi, donc de la manière avec laquelle le livre a été mené par Monsieur Ben Saada? D'abord, c'est un excellent document d'investigation. Il y a un travail pédagogique. Et il commence par une question, en fait, dès le le titre, c'est une question. C'est une question, effectivement. Et apparemment, il y a des questions autorisées et d'autres pas, d'après ce qu'il disait Ahmed Ben Saada concernant la réaction d'attaque. Heureusement que c'est équilibré. Il y a beaucoup de gens qui ont partagé. Il y a beaucoup de gens qui ont envie de savoir, y compris dans ces milieux qui sont déjà embarqués. Je ne pense pas que tout le monde soit au courant des liens que peuvent avoir, par exemple, le NDI directement avec. Quand vous avez des ONG et des centres de recherche qui annoncent dans leur, c'est-à-dire c'est dans leur introduction, qui sommes-nous? Nous sommes et nous travaillons, nous conseillons l'armée américaine. À ma connaissance, l'armée américaine n'a pas exporté la paix, n'a pas exporté la stabilité. Et quand on élabore des théories politiques commandées par
par l'armée américaine et par le Pentagone et par d'autres cercles qui ont le projet d'émietter les pays, on ne peut pas être étonné. On peut se poser quand même des questions de savoir pourquoi tout ça ne doit pas être dit et pourquoi les militants qui sont dans des structures, des associations ou des partis politiques, ils ont le droit de savoir que leurs présidents ou sont en lien avec des centres de recherche qui dépendent de l'armée américaine ou qui disent carrément dans leur définition qu'ils font le travail que faisait la CIA il y a 25 ans. Je ne sais pas. En tout cas, pour la majorité des Algériens, ça pose énormément de problèmes. Et je pense que nous avons le droit de savoir qui sont ces ténors. Et j'espère que ça engendrera des débats. En tout cas, ça mettra ça nous permettra d'ouvrir aussi sur d'autres secteurs, parce que le secteur de la société civile, on est au courant, mais vous avez dans le secteur de la culture, dans le secteur de l'information, il y a aussi des connexions, visibles ou invisibles, qui sont en tout cas directement liées avec ces cercles d'influence. Et voilà, nous n'avons pas peur de toutes les manières de publier ce livre, de publier Ahmed Saada, de donner à voir aux lecteurs autre chose que cet enfumage qui ne nous a pas permis de continuer le Hirak comme il a été au départ, c'est-à-dire un Hirak anticolonialiste, anti-impérialiste et profondément antisioniste. Donner au lecteur une autre réflexion. Jawad Rostom Touati, en tant que romancier, en tant qu'observateur averti de la scène nationale, est-ce que vous pensez que ces tentatives d'infiltration du Hirak ont réussi leur coup? Les faits sont là. À lire Ben Saada, les faits sont là. La tentative y est. L'immense déjà victoire du Hirak, ça a été de nous rencontrer, de discuter, de renaître à une conscience politique. Dans un cadre algéro-algérien. Exactement. C'est-à-dire dans un cadre algéro-algérien, dans un cadre national. Déjà, l'immense échec, le retentissant échec de ces ONG, c'est la résurrection de l'État national souverain, avec l'esprit de novembre. Donc déjà, ça, c'est un échec insupportable. Et personne n'affirme mieux la légitimité des élections que ceux-là même qui cherchent à la nier en ayant recours à la stigmatisation. Bousba al-Zarq, c'est la preuve la plus éclatante du ressentiment de l'échec. Et quand vous dites Bousba al-Zarq, vous reconnaissez qu'il y a des votants. Sinon, il n'y a pas besoin de les stigmatiser, c'est citer la portion congrue. Exactement. Voilà. Et ce livre, à mon avis, ce livre est aussi très pertinent en ce qu'il montre, en ce qu'il est l'illustration et le développement d'un autre article qui est une merveille de concision du docteur Ben Saada, qui s'appelle Du néolibéralisme au régime change. L'ONGisation de la société civile. C'est un article magnifique et là, c'est-à-dire là, ça développe. Très très brièvement, je vais le résumer. À partir du livre et à partir de l'article, on va comprendre que l'unique programme de ces ONG, c'est rien de moins et rien de plus que le consensus de Washington. C'est-à-dire le désengagement total de l'État, faire en sorte que l'Algérien n'ait de contact avec rien d'autre qui ne soit une marchandise, et ensuite, pour les franges les plus fragiles et les démunis, pour reprendre les termes d'un autre think tank, il y a les ONG, l'ONGisation de la société civile. Il y a la société civile. Pour répondre à ce que Milton Friedman appelle très pudiquement la demande non solvable, c'est-à-dire tous ceux qui n'ont pas accès à la culture, tous ceux qui n'ont pas accès aux soins, tous ceux qui n'ont pas accès à la nourriture, c'est les ONG qui vont s'en charger. Les ONG financées par les aumônes justement de l'étranger. Et donc vous avez un État qui n'a plus de raison d'être et qui est constamment affaibli. D'où le fait que ces ONG-là, dans leur fantasme, lorsqu'ils croyaient que ça allait se faire en une guerre éclair,
en copiant bêtement leur maître lorsqu'ils vont en Irak, etc. Ils ont tout de suite abattu leurs cartes. Ils ont parlé de quoi? Ils ont parlé d'austérité, tout de suite le FMI, la Banque mondiale. Ils ont parlé de fédéralisme, de Deuxième République, etc. Et puis, boum, badaboum, ils se sont rendus compte que la déferlante populaire, ça a été une vraie déferlante, à tel point que toute leur organisation, tout leur réseautage n'a pas été suffisant pour contenir le véritable esprit du Hirak, qui est l'esprit souverainiste et novembriste. Monsieur Ahmed Ben Saada, vous avez donc défini ces ONG, mais qui ont une connexion à un phénomène, le phénomène du droit de l'hommisme, comme vous l'avez écrit. C'est-à-dire, c'est la même chanson des années 90. Voilà, on se cache derrière les droits de l'homme pour casser l'Algérie. Alors, cette conception des droits de l'homme qu'on appelle communément le droit de l'hommisme, en fait, c'est d'utiliser les droits de l'homme comme soft power. Alors, si vous regardez, par exemple, chaque pays arabe qui a été printemps-isé, sur le devant de la scène des révoltes, vous avez toujours une association qui prône les droits de l'homme, financée par les organismes dont on parlait tout à l'heure, et qui est dans la révolte. Alors, par exemple, j'avais cité l'exemple de l'Algérie où l'association des droits de l'homme a reçu de l'argent, mais vous prenez par exemple la Libye, l'intervention militaire de l'OTAN en Libye a été facilitée par un rapport de l'Organisation des droits de l'homme libyenne. Slimane Bouchouigour est allé à l'ONU demander l'intervention de l'OTAN. Et donc, et c'est comme ça qu'on a obtenu la résolution de 1973. La même chose, vous allez en Égypte, vous allez en Tunisie, en Syrie. En Syrie, c'est clair, l'OSDH, l'Observatoire syrien des droits de l'homme, est un organisme géré par un opposant au gouvernement syrien qui est basé à Coventry en Angleterre. C'est lui, en fait, c'est l'interlocuteur de toutes les chaînes occidentale. C'est lui qui donne qui est mort, etc., etc. Et donc, il se cache pas d'être un opposant. Vous comprenez? Donc, cette histoire de droit de l'hommisme a été extrêmement utilisée. Et je rappelle dans mon livre, justement, que même la Fédération internationale des droits de l'homme, elle est financée par la NED. C'est-à-dire que c'est pas juste les fédérations des droits de l'homme qui sont au niveau de chaque pays, c'est que la fédération internationale elle-même est financée par la National Endowment for Democracy. Donc vous voyez que cette histoire de droits de l'homme est vraiment très compromise actuellement, comme d'autres grosses ONG, comme par exemple Reporters sans frontières, etc. Donc c'est des choses qu'on connaît maintenant. Human Rights Watch, par exemple, qu'on cite tout le temps, a reçu 100 millions de dollars de George Soros, le milliardaire américain, qui a ce qu'on appelle l'Open Society. Juste pour faire une parenthèse par rapport à ce qu'a dit Jawad tout à l'heure, l'Open Society, c'est la société ouverte. Et George Soros prône, il a une philosophie, il a même écrit des livres là-dessus, il prône une ouverture des sociétés, c'est-à-dire une société qui n'est pas ouverte à une société qui n'est pas ouverte à la mondialisation et au néolibéralisme, c'est une société fermée et on doit l'ouvrir par des moyens, par le soft power. Est-ce que la pression de ces organisations a fait que le Hirak a muté à un certain moment? Il est clair que moi je suis un observateur. Et je suis un analyste. J'ai listé un très grand nombre d'ONG algériennes qui ont reçu de l'argent. Oui. Il y a même parmi elles des représentants qui ont été primés, oui, dont j'ai jamais parlé. Pourquoi? Parce que dans le lot de ces ONG qui sont financées par les États-Unis, il y en a certaines qui sont destinées au combat politique. Et donc, vous les voyez
sont elles que vous voyez mener d'une certaine façon le Hirak vers la confrontation et non pas vers une solution pacifique où on peut s'asseoir autour d'une table, etc. Mener à la confrontation, ça veut dire quoi? Ça veut dire mener à une déstabilisation du pays, mener à une intervention étrangère, etc. Et quand les gens me disent « Oh bon, l'Algérie, ce n'est pas comme la Libye ou la Syrie », mais c'est pire, l'Algérie est un des pays les plus visés de la région MENA. Dans mon livre, je parle d'une rencontre ou d'une conférence internationale où les gens d'Otport sont venus étudier en 2000, pas en 2020 ou 2019, en 2000, sont venus étudier des moyens de comment faire des manifestations sans perdre beaucoup de manifestants, comment faire ça, et ils ont précisé que c'est un cas d'étude qui pourrait s'appliquer à l'Algérie ou la Palestine et autres. Donc, ça ne date pas d'aujourd'hui. Et dans cette conférence, il y avait des ténors, certains ténors du Hirak. Donc, ça ne date pas d'aujourd'hui. Et donc, cette volonté justement de mettre de l'avant une solution particulière qui n'est probablement pas celle de la majorité. Je ne dis pas qu'elle n'existe pas, elle existe. Mais les gens doivent comprendre que cette solution, elle est prônée par un agenda qui est étranger. Moi, j'ai parlé des Américains parce que c'est ma spécialité. Je me suis spécialisé là-dedans. Mais on pourrait faire le même travail avec les organismes allemands, par exemple, qui sont très présents en Algérie, ou certains organismes français aussi qui financent. Il n'y a pas que les Américains. C'est une lutte de pouvoir, donc on essaye de placer nos pions finalement après lorsque le pays sera détruit. Juste une petite remarque comme ça. Si vous regardez par exemple le gouvernement libyen qui s'est instauré après la chute de Kadhafi. Vous avez là-dedans, je ne citerai pas des noms, mais si vous lisez mes articles, vous allez comprendre. Et vous avez quelqu'un qui était pendant des années financé par la NED et qui vivait aux États-Unis et qui est devenu ministre des Affaires étrangères. Je vais donner une petite indication comme ça. Comprenez? Donc, on n'est pas en train de rêver. Ce sont des réalités qui sont passées dans d'autres pays. Mais comment vous expliquez un certain nombre de rapprochements contre nature entre des personnalités connues ou peu connues de la scène politique nationale? Donc, est-ce que ce sont ces organismes qui les poussent à s'allier, dont des alliances conjoncturelles pour justement pour élaborer ou bien pour tout simplement appliquer un plan bien élaboré dans des chancelleries étrangères? Regardez, certaines coalitions qui semblent contre nature, pour les États-Unis, ce sont des coalitions naturelles. Mettre par exemple des démocrates avec des islamistes, ça a été vu partout. Je cite l'exemple. Il y a un exemple que je cite dans un de mes articles de l'année dernière, où vous avez, par exemple, en 2018, vous avez la World Movement for Democracy, c'est la grand-messe de la démocratisation Made in USA, qui s'est déroulée au Sénégal. Vous avez là-dedans, vous avez vraiment les dirigeants, vraiment les plus grands dirigeants de tous ces organismes d'exportation de la démocratie. Ils sont tous là. Et le speaker invité, c'était le Tunisien, président du Parlement. Après cela, il n'est pas venu, mais il était listé dans le programme pour qu'il vienne. Il s'est excusé de ne pas venir. Ouais. Donc, vous voyez, il faut pas s'étonner de ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez les Américains n'ont pas de difficulté à dealer avec certains mouvements et d'autres.
Et pour nous, ça nous semble étrange. Mais c'est pas pour la politique américaine, pour l'administration américaine, pas du tout. Mais le rôle des médias, dont les médias notamment nationaux, dans une lutte contre cette désinformation. Alors, ce que je trouve en fait déplorable, c'est que nos médias ne sont pas des médias proactifs et on est toujours en réaction. Il faudrait que nos médias soient beaucoup plus libres, donner la parole à plus de gens qui soient même s'ils ont des idées divergentes, mais d'essayer de dialoguer. Par exemple, mon livre est une invitation à la discussion. Moi, j'aimerais bien que les gens que je cite me disent voilà, moi j'ai fait ça, voilà l'intérêt que je voyais là-dessus, voilà, je ne savais pas, ou pour moi j'aimerais qu'on discute autour d'une table et qu'on comprenne quelles sont les idées de chacun d'entre nous. Et ce que je trouve aussi étrange, c'est que mon livre n'aurait pas été écrit si toutes les ONG algériennes auraient publié leur financement. Alors on ne le trouve pas. Vous allez sur certaines ONG, ils parleront jamais du financement américain. Et après on me traite moi de conspirationniste. Alors qui est le conspirationniste? Celui qui dit que tu as reçu de l'argent et je te montre le document, ou celui qui reçoit de l'argent mais il le cache et il le dit pas? Vous comprenez? Oui. S'il n'y avait pas de choses négatives, une connotation négative ou quelque chose qui est caché, on devrait le publier sur le site. D'ailleurs, j'ai demandé à ce que les ONG dorénavant, j'ai demandé qu'on se penche sur ce problème, que tout doit être clair. Si quelqu'un reçoit de l'étranger, il doit le déclarer. Et ça a été fait en fait. Il y a beaucoup d'ONG américaines qui ont été interdites en Russie, en Égypte, aux Émirats, même au Venezuela par exemple. Alors tous les pays qui étaient visés par une déstabilisation ont légiféré en termes de ces financements douteux. Ce sont des financements qui ne sont pas dans le domaine, je veux dire, de la société en général. Ce sont vraiment des financements qui visent le régime change, c'est-à-dire le changement de régime. Ce sont des financements qui visent la politique et non pas la vie sociale. Si quelqu'un vous aide pour faire de l'alphabétisation dans le rural ou vous aide à donner de l'argent pour que des femmes puissent travailler et être autonomes, bienvenue. Mais si on vous donne de l'argent, on vous montre comment manifester dans la rue pour faire tomber un régime, il faut se poser des questions. Madame Samia Znadi, voilà un livre qui sont ces ténors autoproclamés du Hirak algérien, un livre qui a reçu des attaques groupées avant même sa sortie. Oui, enfin dès qu'on a annoncé qu'il y a un livre qui va paraître le lendemain. Donc oui, on s'attendait. Je veux dire, c'est pas quelque chose qui nous surprend. On les a déjà, ces mêmes attaques, des mêmes personnes, des mêmes cercles. On les a pratiquées quand il fallait faire barrage aux caravanes coloniales et à la normalisation en douceur avec l'entité sioniste. Donc on n'est pas vraiment étonné, c'est les mêmes réseaux. On les connaît. Nous, ce qui nous intéresse, comme il a dit Dr Ahmed Ben Saada, c'est que ça s'adresse plus aux jeunes qui ont envie que les choses changent parce qu'ils aiment leur pays. Et parce que le 22 février, ça a été une tannée, y compris pour ces agitateurs. Ils ont dit qu'il était mort, ce peuple, après l'échec du printemps arabe en Algérie. Ils nous ont traités de tous les noms. Voilà, je veux dire, c'est plus nous. Le livre de Ben Saada va permettre à beaucoup de lecteurs, je l'espère. J'espère que tout le monde va se faire sa propre idée
Même question au jeune romancier Rostom. C'est le même, plus ou moins le même accueil par les mêmes personnes qui a été fait à Arabesque américaine aussi. Comme je l'ai dit tout à l'heure, vous avez un livre, vous avez un travail, vous avez un chercheur qui a une démarche scientifique et donc qui référence tout ce qu'il affirme. Et c'est ce qui est vérifiable. D'accord ? C'est ce qui est vérifiable. C'est vérifiable par tout le monde. Et on vient vous sortir, comme l'a dit le docteur Ben Saada, l'étiquette conspirationniste. C'est-à-dire que d'emblée, le débat, on ne s'intéresse pas au débat, on ne veut pas qu'il y ait débat, on ne veut pas qu'il y ait la moindre discordance dans le cœur de la doxa dominante. D'où d'ailleurs la pertinence du terme ténor. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait de dissonance. Et il ne faut pas qu'il y ait de dissonance dans la narrative. Et il ne faut pas que l'on révèle, par exemple, la connexion avec les tic-tanks qui font des prédictions qui se veulent autoréalisatrices. Parce que quand on lit le livre d'Ahmed Ben Saada, non seulement on fait les connexions qu'il fait, mais ensuite on élargit vers d'autres connexions. Quand vous avez un think-tank français qui vient vous dire que les États nationaux au Sahel vont s'effondrer et que le seul avenir, ce sera la gestion par les artistes et les chefs, etc. C'est-à-dire, ils sont en train de nous vendre, d'une part, les États en faillite, et d'autre part, l'ONGisation de la société. Et donc, un livre qui vient révéler toutes ces connexions et qui vient dire que tous ces gens-là, comme vous l'avez d'ailleurs fait remarquer tout à l'heure, ces démocrates et ces intégristes qui, en principe, n'ont rien à faire en commun, se retrouvent dans le même lit, sous le chapeautage américain, comme ça a été le cas en Libye, en Syrie, etc., en Yémen. Ces gens-là, leur programme, c'est le consensus de Washington et c'est l'abdication de l'État. Et donc, et donc leur programme, c'est exactement ce contre quoi les Algériens se sont insurgés le 22 février. Peut-être une dernière question, Monsieur Ahmed Ben Saada. Vous savez que les promoteurs de cette solution soufflée par les réseaux d'ONG visent à chaque fois dans leur attaque l'une des institutions les plus solides, les plus stables de l'Algérie, à savoir l'institution militaire. Qu'en pensez-vous? Alors, une façon, la façon la plus efficace de détruire un pays, c'est de détruire son armée. C'est-à-dire essayer de créer une confrontation entre le peuple et l'armée. Lorsqu'on dit, par exemple, que la révolution du sourire, entre guillemets, qui s'est passée en Algérie est une révolution, entre guillemets, pacifique, c'est qu'elle est pacifique parce que les manifestants sont pacifiques et aussi les forces de l'ordre sont pacifiques. Il faut que les deux soient pacifiques. Et donc, l'armée et les forces de l'ordre ont joué leur jeu, c'est-à-dire de préserver le pacifisme de ces manifestations et de cette contestation. Et donc, essayer de détourner ce pacifisme et d'essayer d'aller vers la confrontation, ça n'augure rien de bon. Ce qu'on voit actuellement, par exemple, aux États-Unis, est une illustration de ce qui peut se passer en Algérie. Et l'Algérie ne s'appelle pas les États-Unis. C'est-à-dire que s'il y avait 1/1000e de ce qui se passe aux États-Unis qui se serait passé en Algérie, on aurait déjà l'OTAN à Alger. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, oui. C'est-à-dire qu'on ne cherche, on provoque, on essaye de provoquer des incidents pour pouvoir surfer sur la vague des militaires contre une population civile. Ce qu'on a vu, par exemple, qui a été observé en Libye ou qui a été observé en Syrie et même au Yémen. Donc la diabolisation de l'armée et essayer de casser ses rangs est une méthode très connue.
l'armée de tout pays, et en particulier celle de l'Algérie, elle est garante de ce pacifisme. Ne pas céder aux provocations. J'aimerais terminer sur à partir de votre dernière phrase du livre, le Hirak, qui a été un événement unique et grandiose dans l'histoire de l'Algérie, se doit d'être intrinsèquement algéro-algérien, de ne permettre aucune collusion avec les intérêts étrangers. Mais comment aujourd'hui les jeunes d'aujourd'hui peuvent protéger ce mouvement populaire? Alors, il est clair que ce que j'appelle vraiment de mon cœur, de dire que tous les pays que j'ai observés, que j'ai étudiés, où en fait l'option proposée par l'étranger n'a donné rien de bon dans ces pays-là. Vous comprenez? Il n'a donné rien de bon. Donc, j'essaie mon livre est une invitation à la lecture et à la réflexion. Je ne dis pas quoi faire. Je dis, lisez le livre et faites-vous votre propre idée. Regardez ce qui s'est passé dans les autres pays. Regardez ce qui se passe chez nous. Regardez ces connexions. Regardez que ces mêmes connexions, ce qu'on fait, ces mêmes connexions dans d'autres pays. Et jugez de vous-même. Jugez de vous-même de ce qui peut arriver chez nous. La situation actuelle de l'Algérie n'est pas rose. Il y a énormément de problèmes. On peut critiquer, on peut proposer, mais aller vers la confrontation, vous n'aurez même pas le loisir de faire quoi que ce soit. Vous n'aurez même pas le loisir de critiquer si on va vers la confrontation. Regardez les champs de ruines qui sont en Libye. Regardez les champs de ruines qui sont en Syrie ou au Yémen. Et vous comprendrez que si on veut sortir de cette problématique, de ces maux sociaux qui sont là depuis des décennies, et cette absence de démocratie, ce hagra, etc., nous devons nous asseoir tous, Algériens, autour d'une table, même si on a des divergences de point de vue, mais trouver un consensus entre nous, et non pas se faire aider par des étrangers, se faire inviter par des chaînes étrangères et jeter du venin sur tous ceux qui ne sont pas d'accord avec nous. Mon livre venait d'être annoncé, que les gens ont commencé à l'attaquer et à m'attaquer moi-même, à m'attaquer ma personne, alors qu'ils n'avaient pas lu le livre. Ça veut tout dire. Merci, Monsieur Ahmed Ben Saada. Un dernier mot avec la directrice des éditions APIC, éditeur du livre d'Ahmed Ben Saada. Qui sont ces ténors autoproclamés du Hirak, Samia Znadi? Je dirais simplement que ces attaques qui empêchent justement les lecteurs de se faire leur propre idée, c'est la pratique courante du discours dominant, celle d'orienter l'opinion publique. Donc on n'est pas étonné. Rostom. J'aimerais conclure sur une petite citation. C'est pour rebondir sur ce qu'a dit le docteur Ben Saada. Pour protéger le Hirak, nous devons nous organiser nous-mêmes, pour penser nous-mêmes notre avenir politique et sortir, et là je cite Majd Na'mi dans la préface, pour sortir de la posture nihiliste des puissances étrangères qui prêchent aux autres ce qu'elles ne font pas chez elles. Je pense que l'exemple des Gilets jaunes et des contestations populaires aux USA donne assez à réfléchir. Voilà qui termine cette émission spéciale réservée au Hirak. Ont participé à cette émission Ahmed Ben Saada, auteur du livre « Qui sont ces ténors autoproclamés du Hirak » édité aux éditions APIC. Ont participé également avec nous Samia Znadi, directrice des éditions APIC, et le jeune romancier Jawed Rostom Touati, auteur notamment de La civilisation de l'ersatz aux éditions APIC.